Bonjour. Dans le cadre de l'étude de la communication hormonale, surtout comme exemple la régulation de la glycémie, on va aujourd'hui voir deux exercices. Mais avant, on va faire un rappel concernant la régulation de la glycémie. Alors, dans le cas de l'hyperglycémie, c'est-à-dire quand la concentration du glucose dans le sang augmente et dépasse la normale. Dans ce cas, donc, vous avez le pancréas, organe où on trouve les îlots de Langerhans. L'augmentation de la glycémie va stimuler le pancréas. Cette stimulation va entraîner deux réactions. La première, vous avez une inhibition des cellules alpha au niveau des îlots de Langerhans, mais aussi vous avez une stimulation des cellules bêta. Alors, l'inhibition des cellules alpha et la stimulation des cellules bêta va entraîner une sécrétion de l'insuline, hormone qui entraîne la régulation de la glycémie en cas de son augmentation. Alors, cette insuline va d'abord agir sur les cellules hépatiques et va activer la glycogénogénèse, c'est-à-dire il va activer la formation du glycogène à partir du glucose. Deuxième cellule cible, c'est la cellule musculaire. Alors, au niveau de la cellule musculaire, l'insuline va aussi activer la glycogénogénèse, c'est-à-dire la formation du glycogène. Au niveau aussi de la cellule adipeuse, nous avons le phénomène de la lipogénèse, c'est-à-dire que l'insuline ici, il va stimuler et activer la formation des lipides et la synthèse des lipides au niveau des cellules adipeuses. Au niveau des autres cellules du corps, l'insuline va entraîner la stimulation de la pénétration dans les cellules et aussi la consommation du glucose par les cellules. Toutes ces actions de l'insuline vont permettre le retour de la glycémie à son état normal, à savoir à peu près 1 g par litre. Et on remarque ici que pour réguler la glycémie, en cas d'hyperglycémie, la première étape, c'est la détection de la perturbation de la glycémie. Cette détection qui se fait au niveau des îlots de Langerhans du pancréas. La deuxième étape, c'est l'intervention. Alors l'intervention ici se fait par la sécrétion de l'insuline par les cellules bêta. La troisième étape, c'est la réaction au niveau des cellules cibles. C'est une réaction physiologique. Et cette réaction va permettre, bien sûr, la régulation de la glycémie et son retour à la normale. Ça, c'est pour le cas de l'hyperglycémie. Dans le cas d'une hypoglycémie, c'est-à-dire quand la glycémie diminue et descend en dessous de la normale. Donc, toujours dans ce cas, vous avez votre pancréas avec les îlots de Langerhans. Donc, on détecte ces variations de la glycémie et on a la réaction des cellules alpha et des cellules bêta. Alors, pour les cellules alpha, il y a une activation, une stimulation, alors que les cellules bêta seront inhibées. Dans ce cas, la réaction, donc, c'est une sécrétion importante du glucagon. Cette sécrétion du glucagon, notre hormone, va permettre d'agir sur certaines cellules cibles, comme les cellules hépatiques. Alors, les cellules hépatiques vont réagir par une glycogénolyse. Ça veut dire qu'il y a une dégradation du glycogène et aussi donc la production de molécules simples de glucose. Il y a aussi une ioglycogénèse, une formation, une production de glucose. Deuxième cellule cible, c'est la cellule adipeuse. Alors elle va agir au glucagon par une lipolyse. Donc ça veut dire que les lipides qui ont été emmagasinés vont être dégradés pour permettre la formation du glucose. Donc tout ça va entraîner un retour aussi à la normale et à la concentration
normale qui est environ de 1 g par litre. Et on note donc que comme la perte glycémique, nous avons ici 4 étapes. D'abord, la détection de la perturbation de la glycémie au niveau du pancréas. Deuxièmement, l'intervention par la sécrétion du glycagon. Troisièmement, la réaction des cellules cibles. Et enfin, le retour à la normale. C'est l'objectif, bien sûr, de cette régulation. Alors ça, c'est pour le rappel. Commençons d'abord par un premier exercice. Alors, concernant cet exercice, chez un chien à jeûne, bien sûr, avant et après la pancréatectomie. La pancréatectomie, ça veut dire, c'est le fait d'enlever le pancréas à l'animal. Donc c'est une pancréatectomie totale qui a été réalisée 2 heures après le début des mesures. 2 heures après le début des mesures. Alors qu'est-ce qu'on détermine? On détermine la glycémie, la glycosurie, le taux du glucose dans les urines, et aussi le taux du glycogène hépatique. Les résultats de ces mesures sont présentés dans le tableau suivant. Donc on a un tableau où nous avons nos résultats. Donc le temps en heures, et aussi vous avez vos variables qu'on mesure, la glycémie, la glycosurie et le taux de glycogène hépatique en pourcentage de la masse du foie. Alors, premièrement, on va essayer de représenter l'évolution de la glycémie, de la glycosurie et du taux de glycogène hépatique en fonction du temps. On va s'entraîner à réaliser un graphique. Deuxièmement, on va décrire les résultats obtenus et ensuite, on va les expliquer. Et à la fin, on va déduire le rôle du pancréas mis en évidence par cette expérience. Passons donc à la première étape. Mais avant, on va faire un rappel sur la technique de réalisation d'un graphique. Alors, pour réaliser un graphique, on a besoin de matériel. Le matériel nécessaire, d'avoir un papier minimum, un crayon et une gomme, une règle graduée, et parfois on a besoin d'une calculatrice. Concernant les étapes, la première étape, c'est d'abord lire attentivement ce que l'on doit représenter. Donc, une très bonne lecture de l'énoncé, mais aussi de données numériques dans le tableau. Ensuite, et c'est le plus important, il faut repérer les données devront figurer en abscisse. Et aussi les données devront figurer en ordonnance. Donc, c'est la lecture du tableau et des données qui permettent de repérer ces paramètres. Donc, on a le temps, et le temps en heure, donc on va le représenter dans l'axe des abscisses, alors que la glycémie, la glycosurie et le taux de glucose, qui sont les variables mesurées, vont être représentés dans l'axe des ordonnées. En troisième étape, on commence d'abord par tracer les 2 axes à la règle, et au crayon. Donc dessiner les flèches sur les 2 axes. Ensuite, donner un nom, ou bien un titre à chaque axe. Donc, notre premier axe, l'axe des abscisses, c'est le paramètre déterminé, qui est ici le temps. Et le deuxième axe, c'est la variable dont on veut suivre l'évolution, qui est ici la concentration du glucose, la glycémie, la glycosurie, et aussi le taux de glycogène. Dans l'étape 5, vous allez déterminer l'échelle de croître. Ça va permettre de graduer chaque axe. D'accord? Donc, après avoir déterminé l'échelle, vous allez graduer les axes et tracer des petits repères sur les axes, à intervalles réguliers. Étape 7, vous placez chacun des points représentés par ces coordonnées. Les coordonnées, bien sûr, vous les avez au niveau du tableau. Donc, les coordonnées x1, y1 pour le premier point. Et les coordonnées x2, y2 pour le deuxième point. Ensuite, vous allez relier ces points pour avoir votre graphique. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre indiquer ou bien d'indiquer le titre du document qui permet donc de savoir le contenu, bien qu'est-ce que représente le document réalisé.
Donc ça, c'est un rappel concernant les étapes de la réalisation d'un graphique. Passons donc à la résolution de l'exercice. Donc si vous suivez ces étapes, vous allez avoir ces résultats. Donc ici, vous avez le facteur temps en heure. Vous avez l'axe ici des ordonnées qui représentent la glycémie en grammes par litre, mais aussi le pourcentage de la masse du foie vers le taux du glycogène hépatique. Ça, c'est pour le deuxième axe, qui représente la glycosurie en grammes par litre. On va remarquer ici des variations mesurées de ces trois variables. Donc, pour la description, première chose qu'on voit, c'est qu'avant la pancréatectomie, la glycémie était normale. Il est de l'ordre de 1 gramme par litre. Pour le taux de glycogène, vous allez observer qu'il est aussi égal à peu près à 2,8. Pour ce qui est de la glycosurie, il est presque nul. Absence totale de glucose dans l'urine. Ça, c'est avant la pancréatectomie. Après la pancréatectomie, après avoir enlevé le pancréas, qu'est-ce qu'on remarque? Donc on commence les mesurer. Donc on remarque d'abord une augmentation de la glycémie qui passe de 1 gramme par litre à peu près 3,2 grammes par litre. Donc une augmentation de la glycémie. On remarque aussi que la glycosurie n'apparaît qu'après 5 heures. Elle commence à augmenter pour atteindre à peu près 67 grammes par litre. Donc, il y a apparition du glucose dans le sang et sa concentration augmente progressivement. Une diminution du taux de glycogène hépatique. Donc ici vous avez 2,8, mais ce taux de glycogène va diminuer progressivement dans le foie pour atteindre à peu près 0,8. Donc si vous observez bien, vous avez 0,8. Donc il y a une diminution du taux du glycogène dans le foie. Donc ça, c'est ce qu'on remarque après avoir enlevé le pancréas. Donc, comment expliquer ces changements? Comment s'expliquer ces variations? D'abord, il faut rappeler le rôle du pancréas. Donc, on a vu que le pancréas sécrète de l'insuline, que cette insuline joue un rôle clé dans l'homéostasie glycémique, ça veut dire dans la régulation de la glycémie, tout en mettant en réserve le glucose sous forme de glycogène. On a vu ça, que l'insuline agit sur plusieurs cellules cibles qui nous permettent d'emmagasiner le glucose. Alors, la pancréatectomie est donc, et par la suite l'absence totale de l'insuline. Donc, en enlevant le pancréas, on arrête toute sécrétion d'insuline. Tout ça va provoquer la glycogénolyse. Ça veut dire que les cellules vont commencer à dégrader le glycogène et à le libérer dans le sang, essentiellement les cellules hépatiques. Et par conséquent, il y a une diminution du taux de glycogène des cellules hépatiques et une augmentation de la glycogène au niveau du sang. Alors, quand la glycémie atteint 1,8, il y a apparition donc du glucose au niveau des urines. Donc le glucose passe au niveau des urines, ce qui permet donc de noter cette variation de la glycosurie à partir de la 5e heure. Donc qu'est-ce qu'on déduit de cela? On déduit donc que le pancréas il a un rôle très important, à savoir c'est un rôle hypoglycémique. Ça veut dire qu'il contribue à la diminution de la glycémie quand il augmente. Donc, quand la concentration du glucose dépasse la normale au niveau du sang, le pancréas intervient pour diminuer cette concentration. Passons maintenant à un deuxième exercice. Pour comprendre comment sont déclenchées les sécrétions hormonales pancréatiques, on propose donc l'étude des données expérimentales suivantes. Donc, dans l'artère pancréatique de rat anesthésiée et à jeûne depuis 12 heures,
on injecte un liquide physiologique dépourvu de glucose. Donc il y a aussi d'insuline et de glucagon. Au temps T0, on ajoute du glucose au liquide physiologique de perfusion. Des prélèvements sont ensuite pris au niveau du sang de la veine pancréatique à la sortie du pancréas pour mesurer la concentration en insuline et en glucagon. Donc, le document que vous avez ici nous présente donc les résultats, et donc c'est une représentation graphique des résultats. Donc vous avez le facteur temps, donc ici, donc nous avons ici le temps en minutes. Vous avez ici un suivi de la concentration de l'insuline en nanogrammes par millilitre et aussi du glucagon en picogrammes par millilitre. Donc vous avez les résultats obtenus de les mesures de concentration. Ce qu'on nous demande donc, ici vous avez le moment de l'ajout du liquide de perfusion enrichi en glucose. Donc, on va d'abord commencer par décrire les résultats obtenus, c'est-à-dire la représentation graphique. Ensuite, on va déduire les effets d'une hypoglycémie sur le déclenchement des sécrétions hormonales pancréatiques. C'est-à-dire, on va ici montrer quel est le résultat de la diminution du glucose dans le sang sur le comportement et les réactions du pancréas au niveau des sécrétions hormonales. Commençons d'abord par description. Alors, si vous suivez bien, donc ici, vous avez à la 5e minute, nous avons une perfusion enrichie en glucose. Avant la perfusion, pour l'insuline, on observe bien que l'insuline ici, le taux de l'insuline est nul au niveau du sang qui sort du pancréas. Connu pour le glucagon, nous avons une concentration qui est à peu près égale à 800 picogrammes par millilitre. Donc, avant la perfusion en glucose, le sang qui sort du pancréas ne contient pas d'insuline et contient une concentration donnée du glucagon. Maintenant, après la perfusion, quand vous ajoutez une solution qui est enrichie en glucose, qu'est-ce qu'on remarque? Vous avez d'abord une augmentation de la concentration d'insuline dans le sang qui sort du pancréas. Cette augmentation donc qui fait passer la concentration d'insuline de 0 jusqu'à quasiment 35 nanogrammes par millilitre en 4 minutes à peu près, suivi d'une diminution. Et après, vous avez la concentration d'insuline qui reste à peu près entre 10 et 20 nanogrammes. Donc ici, il y a une réaction par augmentation de la concentration d'insuline, réaction bien sûr à l'injection de liquide de perfusion riche en glucose. Pour le glucagon, on remarque une diminution tout de suite après l'utilisation du liquide de perfusion enrichi en glucose, une diminution de la concentration du glucagon. Cette diminution, il va donc s'arrêter au niveau à peu près de 150 picogrammes et rester quasiment stationnaire. Donc là, ce sont des variations. Donc on peut dire qu'avant l'injection du liquide de perfusion enrichi en glucose, les taux de l'insuline et du glucagon dans le sang sont constants. Ils sont respectivement d'ordre 0 nanogramme par millilitre et 800 picogrammes par millilitre. Après l'injection du liquide de perfusion enrichi en glucose, les taux de l'insuline et du glucagon dans le sang changent. Et ce changement, bien sûr, une augmentation de l'insuline limée qui atteint 35 nanogrammes par millilitre, l'insulinémie, ça veut dire la concentration de l'insuline au niveau du sang, puis diminue et reste relativement constant dans un intervalle de valeur entre 10 et 20 nanogrammes par millilitre. Entre 10 et 20 nanogrammes par millilitre. On note aussi une diminution du taux de glucagon qui se stabilise vers 100 picogrammes par millilitre.
Donc, on déduit qu'une stimulation de la sécrétion de l'insuline suite à l'injection d'une perfusion enrichie en glucose, mais aussi une inhibition de la sécrétion du glycogène. Donc, tout changement au niveau de la concentration du glucose dans le sang entraîne une réaction de la part du pancréas. L'enrichissement du sang en glucose donc entraîne une sécrétion importante d'insuline par le pancréas, mais aussi une diminution de la sécrétion du glycogène. C'était tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.